En Angleterre, on assiste à une véritable multiplication des organisations écologistes jusqu'aux boutistes. Ils luttent sur tous les fronts contre la construction d'autoroutes, contre la chasse, contre la pollution atmosphérique. Forêt de Newbury, hiver 1996. Ces guerriers sont des guerriers de l'écologie. Depuis 9 mois, ils campent dans ces bois pour empêcher qu'on y construise une autoroute. Leur tactique est simple, attachés aux arbres, ils font rempart de leur corps pour empêcher le travail des tronçonneuses. Ce jour-là, la police arrive en force pour les déloger. 9 mois de retard pour un chantier de cette importance, ce sont des dizaines de millions de francs de pertes sèches. Comment vous pouvez faire ce sale boulot? Arrêtez de faire ça. Vous, les gros de la sécurité, vous avez des gamins? Vous verrez un jour, ils seront obligés de porter des masques à oxygène. Il n'y aura plus d'air, tout sera pollué. Pris au piège, les écologistes défendront leur territoire arbre par arbre. Mais cette fois-ci, le combat est perdu et rien n'empêchera les bulldozers de passer. Avril 1999, aéroport de Manchester. Ici, un avion atterrit toutes les 5 minutes. C'est le deuxième aéroport du pays. L'essor du trafic aérien nécessite la construction d'une deuxième piste d'atterrissage longue de 5 km. Coût de l'opération, 750 millions de francs. C'est un formidable enjeu économique pour les uns, mais c'est aussi un désastre écologique pour les autres. À quelques dizaines de mètres des bulldozers, les éco-guerriers sont encore là. Cela fait bientôt 2 ans qu'ils retardent les travaux. Ils sont une vingtaine d'irréductibles à soutenir le siège. C'est un combat inégal pour ces écologistes. La plupart n'ont pas 20 ans. Leur seule arme pour lutter contre l'un des plus grands consortiums d'Angleterre, un respect de la nature et une détermination à toute épreuve. Jenny a 19 ans. Vous voyez ces marques sur cet arbre? Cela veut dire qu'il va être abattu. Tous les arbres ont un numéro. Vous voyez cette croix? Cela veut dire que c'est dangereux pour les bûcherons. On ne sait pas de quel côté l'arbre va tomber. Et la marque bleue, c'est à ce niveau qu'ils vont le scier. Cet arbre est très vieux. Il doit avoir 100 ans, peut-être un peu moins. En tout cas, ils vont l'abattre. Dans ce bois, ils vont tout raser. Des centaines d'arbres vont disparaître. La stratégie, multiplier les îlots de résistance. Les éco-guerriers aménagent le camp. Les derniers préparatifs s'opèrent pour une campagne de longue durée. À 4, on est monté dans les arbres. On a installé des poulies et on a tiré sur les cordes pour élever les tentes que vous voyez là, en haut des arbres. Chaque tente est tenue aux 4 coins. Tout est suspendu. C'est ça qui nous permet de rester en vie là-haut. Allez, vas-y, ça te fait les muscles. Tu veux 1 ou 2 cordes? Donne-moi les 2. On est vraiment les plus heureux sur cette terre. Tous les matins, on se réveille avec le chant des oiseaux. On se lève et on est en plein milieu de la forêt. Quand vous pensez à tous ces gens qui vivent en ville, dans le béton, nous, on vit dans la forêt. C'est magnifique. Cela fait maintenant 4 mois que Jenny et ses compagnons résistent aux assauts des bûcherons dans des conditions plus que précaires. Ils n'ont pas le droit de couper les arbres entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Ils ont donc essayé de raser la forêt avant le printemps. C'est pour ça qu'on s'est installé pendant l'hiver, pour empêcher ce massacre. À force de camper ici, tous mes amis maintenant sont des activistes. Ils se battent contre le nucléaire ou pour défendre la forêt. On est tous sur la même longueur d'onde. J'ai perdu tous mes anciens amis.
Tout d'un coup, c'est l'alerte. Le bruit des tronçonneuses signale que les bûcherons sont entrés en action à la lisière du bois. Il faut intervenir immédiatement. Jenny sait qu'elle ne dispose que de quelques minutes pour s'interposer. Pour les éco-guerriers, chaque arbre coupé, c'est une vie qui disparaît et la pollution qui s'aggrave. Regardez, ce sont ces types qui coupent les arbres. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, c'est déjà trop tard. Il l'a coupé en deux. Cet arbre est foutu, ils l'ont tué. La semaine dernière, ils ont coupé tous les arbres le long de la route, jusqu'en bas. À la limite de l'aéroport, les bûcherons exécutent les ordres derrière un grillage de protection. Défense d'entrée, on a fait appel à des milices privées. Je suis là pour protéger les bûcherons. Les protéger de qui? Des manifestants, je les empêche d'entrer. Ça fait longtemps que vous faites ça? Désolé, j'ai reçu des instructions, je n'ai pas le droit de vous parler. Les écologistes décident de contourner l'obstacle. Les agents de la sécurité n'ont pas le temps de réagir. Et les activistes parviennent à immobiliser un camion chargé de troncs d'arbres. Allez, ne soyez pas idiots, descendez de là. Arrêtez vos conneries. Regardez, on a réussi. Ils ont arrêté les tronçonneuses. Maintenant, ils sont obligés d'arrêter de travailler toute la journée. Les guerriers de l'écologie ont tourné le règlement en leur faveur. Pour des raisons de sécurité, les bûcherons doivent impérativement interrompre leur travail dès qu'une personne extérieure pénètre sur le chantier. Arrêtez, vous allez tout casser, ça sert à rien. Si je vous attrape, ça va mal finir. Un faux mouvement, une provocation, et quelqu'un pourrait être blessé par une tronçonneuse. Les ouvriers sont excédés, les travaux sont déjà en retard de 6 mois. Les hommes de la sécurité, eux, filment tout. Les cassettes enregistrées serviront à fournir à la police les preuves des délits commis par les manifestants. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, les éco-guerriers prennent la fuite et trouvent refuge au camp. Ici, le confort est réduit au strict minimum. Pas d'eau, pas d'électricité. On fait avec les moyens du bord pour assurer les besoins quotidiens. Je vais couper des tranches de pain. T'en veux? Combien? 2? Et toi? 2 aussi? Faut pas croire, mais c'est varié ce qu'on mange. Par exemple, hier soir, on a eu du risotto. On fait des currys, du chili, des pâtes, du riz, des haricots, des patates. Notre cuisine est vraiment très variée. Ce qui n'est pas varié, c'est de manger de la viande tous les jours, alors que ça, c'est génial. La plupart de ces jeunes ont tout abandonné pour défendre l'environnement. Ils survivent grâce aux allocations chômage et à l'aide que leur apportent les habitants du village voisin. Claire, 35 ans, mère de famille, n'a rien d'une activiste. Et pourtant, même cause, même combat. Elle aussi lutte à sa manière contre l'aéroport. Elle a déjà participé à plusieurs manifestations. Quand Claire ne manifeste pas, elle prépare des provisions qu'elle porte en forêt. Pour elle, le combat est juste et mérite d'être soutenu. L'aéroport a fini par obtenir l'autorisation de construire une deuxième piste d'atterrissage. Il reconnaissait qu'il y aurait des dommages pour l'environnement, mais en contrepartie, il promettait qu'il y aurait de nombreuses créations d'emplois. En fait, les gens du village n'ont pas eu le choix. On a été trompés par le système. Non seulement il n'y a pas eu d'emplois nouveaux, mais en plus, les effets sur l'environnement ont été dévastateurs. C'était une très belle vallée ici. Et maintenant, il n'y a plus rien. La seule chose qui nous restait à faire, c'était de soutenir les éco-guerriers. Deux fois par semaine, Claire passe ravitailler le camp en denrées de base. Du pain, du lait de soja, des légumes, régime végétalien oblige. Une présence appréciée par les jeunes écologistes. Isolés de tout, ils se sont condamnés eux-mêmes à vivre coupés du monde.
Impossible de quitter le camp ne serait-ce que quelques heures, car les bulldozers en profiteraient pour tout raser. S'il n'y avait pas des gens comme Claire, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Elle nous donne de la nourriture. Mais c'est surtout son soutien moral qui est important. J'aime bien voir Claire jouer avec sa fille. C'est avec le soutien des gens du coin qu'on arrive à tenir. Martin, lui aussi, est un éco-guerrier. Il vit dans une communauté à Manchester. Mais son combat, il le mène sur un autre front. Ici, tout le monde mange bio et l'ennemi, c'est l'industrie agrochimique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans les journaux. Sur ces images tournées par des militants d'Equinox, une opération commando sur un champ de plantes transgéniques. La presse locale a été prévenue pour mobiliser l'opinion publique. Le message est simple, les aliments transgéniques nuisent à la santé des hommes et à celle de la planète. Des dizaines d'opérations ont déjà eu lieu dans tout le pays. Quand la police arrive à prendre les commandos en flagrant délit, ils risquent des peines de prison ferme. Notre première campagne d'arrachage a été effectuée à Oxford. L'année dernière, c'était à Lincoln. Ici, on a tout détruit. Là, près de Norwich, tout a été arraché. Et dans l'est de l'Angleterre, nous avons fait aussi une action de destruction. Avec toute la publicité autour des manipulations génétiques, des plantes transgéniques, beaucoup de gens qui n'avaient jamais rien fait d'illégal nous ont contactés pour savoir comment obtenir une copie de notre guide. Dans ce guide, on apprend tout simplement comment reconnaître et arracher des plantes transgéniques. Pour les membres d'Equinox, la protection de l'environnement est un souci quotidien qui se traduit dans tous les gestes, même les plus simples. Regardez, pour les toilettes, nous utilisons de l'eau de pluie. Pour vider la cuvette, il suffit de renverser ce seau d'eau. C'est beaucoup plus propre pour l'environnement et il n'y a aucun produit chimique et pas de chlore. Vous voyez ces panneaux solaires? Ils ne prennent pas beaucoup de place et pourtant cela suffit pour alimenter cet ordinateur portable. Ça, c'est une autre cuisine et c'est ici que je fabrique mon vin. C'est avec les fleurs et les fruits de cet arbre que je fais du vin. Vous voyez? C'est excellent. Alors, je mélange des fruits de sureau, du sucre, de la levure. On mélange le tout chaque jour pendant une semaine et après, on laisse reposer pendant 5 mois. Et voilà ce que ça donne, un vin biologique. C'est Lorenzo qui s'occupe du jardin. Avec les produits du jardin, Lorenzo doit nourrir 8 personnes. Notre idée, c'est de faire un jardin en pleine ville et sans utiliser de produits chimiques. On veut produire notre nourriture. Pour l'instant, il faut encore aller de temps en temps au supermarché, mais les membres d'Equinox ne désespèrent pas. On est peut-être une bande de hippies, mais au moins on y croit. Ce qu'on fait ici, c'est positif pour la planète. Si tout le monde en faisait autant, le monde serait meilleur. Pour Martin et les siens, il faut prêcher par l'exemple et ne faire confiance ni aux autorités, ni aux politiques. Bonjour, nous faisons campagne pour le Parti écologiste pour les élections du 6 mai. Vous pensez voter pour nous? Pour vous dire la vérité, je ne pense pas. Mike Woodin et Deborah Glass sont les candidats du Parti écologiste aux élections municipales d'Oxford. Ils savent que le chemin des urnes sera difficile. Contrairement aux autres pays européens, en Angleterre, les Verts n'ont pas un seul élu au niveau national. Cette absence s'explique par le mode de scrutin qui favorise avant tout les grands partis. Vous allez voter Vert? Si vous aviez vraiment une chance d'arriver au pouvoir, oui, je le ferais, mais il faut être réaliste. Vous n'arriverez nulle part.
vous n'avez aucune chance. Je pense que s'il y a autant d'activistes dans ce pays, c'est à cause de notre système politique. Ici, il n'y a pas de scrutin proportionnel, et c'est donc très difficile d'avoir des élus au Parlement. C'est pourquoi tant de gens choisissent des voies plus radicales et deviennent des éco-guerriers. En Angleterre, on assiste à une véritable multiplication des organisations écologistes jusqu'aux boutistes. Elles sont une cinquantaine et forment un véritable réseau à travers tout le pays. Ces groupes, le plus souvent clandestins, se connaissent entre eux. Ils luttent sur tous les fronts contre la construction d'autoroutes, contre la chasse, contre la pollution atmosphérique. Comme ici, en bloquant l'aéroport de Manchester. Les éco-guerriers ont choisi l'action directe comme unique moyen de protestation. En Angleterre, c'est aujourd'hui un véritable phénomène de société. À l'université de Lancaster, le professeur Robin Grove-White, spécialiste de l'environnement, étudie les effets sociologiques du phénomène éco-guerrier. En Angleterre, des millions de personnes font partie de la Société royale de protection des oiseaux, de Greenpeace, des Amis de la Terre ou d'autres organisations écologiques. On voit qu'il y a un grand intérêt pour ces causes-là, mais parallèlement, il y a des milliers de gens qui sont impliqués dans des formes de protestation plus radicales pour la protection de l'environnement, quelle que soit la cause. Il serait déjà des dizaines de milliers à se mettre régulièrement hors la loi pour défendre leurs idées. Cadres moyens, chômeurs, anarchistes, retraités, la plupart ont été déçus par les grandes associations de défense de l'environnement. Ce phénomène est récent. Cela remonte à la fin des années 80. À l'époque, cela a commencé par d'importantes manifestations contre la construction d'autoroutes. Mais depuis, de nouvelles formes d'action ont vu le jour. Les plus radicaux, ce sont ceux qui luttent pour la protection des animaux. Les actions directes ont toujours été plus violentes, et c'est comme ça depuis 20 ou 30 ans. Tout ça, c'est lié. La défense de l'environnement, le droit des animaux. Nous sommes contre ces multinationales qui détruisent les ressources de la planète. Ces sociétés, ce sont elles qui ont le pouvoir. Et ce sont elles qui exploitent les richesses de la Terre et qui exploitent les animaux. Nous sommes dans la banlieue d'Oxford. Plus de 1000 manifestants sont venus protester devant une ferme d'élevage de chats destinée à la vivisection. Une manifestation organisée par le Front de libération des animaux. Ce sont des habitués des actions coup de poing. J'ai commencé en 1984. Je suis entrée illégalement dans un laboratoire et nous avons tout cassé. On a tous été arrêtés. J'ai été arrêtée avec mes 2 filles et on nous a envoyés en prison. Mais vous savez, il faut parfois être violent pour se faire entendre des autorités. C'est le seul moyen. Les forces de l'ordre prennent les menaces du Front de libération des animaux très au sérieux. Une unité de la police a même été créée spécialement pour traquer les 30 activistes les plus recherchés du pays. Les manifestants tentent de déborder les forces de l'ordre pour pénétrer dans la ferme. Mais cette fois, ils n'y arriveront pas. Ce n'est que partie remise, les militants repartent déjà avec d'autres cibles en tête. Si la loi ne respecte pas les animaux, alors il faut violer la loi. De la même manière qu'il a fallu violer la loi pour obtenir l'abolition de l'esclavage et le droit de vote pour les femmes. Et vous êtes prêts à aller jusqu'où? Le Front de libération des animaux est prêt à user de tous les moyens nécessaires tant que cela ne mettra pas la vie des personnes en danger. Et pourtant, un groupuscule du Front de libération des animaux menace de mort une dizaine de scientifiques qui font de l'expérimentation animale. En tête de liste, Colin Blackmore, professeur de physiologie à l'université d'Oxford. Il est persécuté depuis 12 ans. Ma famille et moi-même, on a tout de suite reçu des menaces de mort. À l'époque, mes enfants avaient 8, 10 et 12 ans. Ils ont passé leur adolescence avec cette épée de Damoclès. Non seulement ils ont été menacés de mort, mais aussi d'enlèvement.
Pire encore, on a reçu 2 bombes par la poste. L'une d'elles, c'était à Noël. Et si mes enfants avaient ouvert le paquet piégé et tiré sur la ficelle, ils auraient été tués sur le coup. Dieu merci, ils n'y ont pas touché. Aujourd'hui, les mesures de sécurité ont été renforcées dans toutes les universités pour protéger les scientifiques. Retour au camp de Manchester. Ici, on agit dans l'illégalité, mais on refuse d'avoir recours aux méthodes terroristes. Jenny! Jenny reçoit aujourd'hui la visite surprise de sa mère. Regarde, c'est ma nouvelle maison. Oh, c'est incroyable, ça fait vraiment peur. C'est vraiment très haut. Oh là, ça bouge dans tous les sens. Rien que de voir la tente, j'en ai le mal de mer. Vous soutenez l'action de votre fille? Oh oui, je la soutiens. Je pense que si j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, je ferais la même chose. Faudrait que tu t'entraînes un peu. Je suis trop vieille maintenant pour vivre comme ça dans le froid et sous la pluie. Mais je la soutiens, c'est son choix de vie. Je préfère la voir vivre comme ça que de l'avoir dépensé des 1000 et des 100 pour des robes, alors que cet argent serait mieux utilisé pour l'environnement, par exemple. Ma fille, elle est écolo jusqu'au bout des ongles. Elle porte ses vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en pièces. Sur l'aéroport de Manchester, les travaux continuent à prendre du retard. Jenny, elle, quitte le camp pour une semaine de repos. C'est la première fois en 3 mois qu'elle va retrouver le confort d'une maison. Mais elle sait que la forêt ne risque rien, d'autres activistes ont pris le relais. En Angleterre, on ne compte plus les chantiers paralysés, harcelés par les militants. La défense de l'environnement est devenue un véritable combat, un combat qui, chaque jour, attire de nouveaux guerriers, prêts à tout sacrifier pour défendre leurs idées.